Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Amaury de Tonquédec, c'est Allo la Martingale. Soyez les bienvenus dans la libre antenne de votre argent. Je rappelle le principe, vous nous laissez un message sur le WhatsApp de la Martingale en cliquant sur le lien qui se trouve un petit peu partout sur les réseaux de la Martingale. Il est par exemple dans notre Linktree qui est dans la description de notre compte Instagram. D'ailleurs, suivez-nous sur Insta. Ou alors, vous nous écrivez directement par SMS au 07 49 76 11 67. On commence à recevoir des SMS aussi, donc c'est très cool. Continuez. Tout est permis ici. L'argent n'est pas un tabou. Que vous soyez investisseur confirmé ou débutant, on vous répondra. Question, objectif, situation. Plus vous nous mettez de contexte, mieux on pourra vous aider. Et puis ensuite, on appelle les meilleurs experts pour vous répondre au programme du jour. Quel est votre avis sur la valeur GTT, un leader mondial du transport de GNL, notamment avec ce qui se passe côté géopolitique en ce moment? Et puis, quand je suis en plus-value, faut-il conserver ou alors vendre et puis réinvestir ailleurs? Une question sur les intérêts composés également. Et puis aussi, on a évidemment des questions sur les actions françaises. Quelles sont les meilleures actions françaises à détenir aujourd'hui en bourse? Celles qu'il faudrait potentiellement éviter. Et puis, si vous voulez vous indexer à la thématique du réchauffement climatique, comment jouer cette thématique-là? Sur quelle thématique aussi aller tout simplement? Quelles actions? Comment faire? On vous dit tout. Continuez à nous envoyer vos questions. Et puis évidemment, comme d'habitude, en fin d'émission, les deux questions cash. Pour vous répondre aujourd'hui, deux grands spécialistes de la finance et de l'investissement. C'est une chanteuse lyrique. Elle a chanté Ave Maria au mariage de ses amis. Elle a débuté sa carrière dans l'humanitaire, puis elle reprend des études à 30 ans pour faire le métier dont elle rêvait. Analyste financier, après être passée par notamment la Société Générale, Alpha Value, Euroland, elle passe du côté conseil en equity capital market. Bonjour Cécile Abouléan. Merci d'être avec nous, on est ravis que tu sois là, donc directrice Equity Capital Market chez Inextenso Finance. Juste, c'est quoi Equity Capital Market pour les gens qui ne connaissent pas? Ce sont toutes les opérations que peuvent réaliser les sociétés cotées sur leur capital, les augmentations de capital, les introductions en bourse, tout type d'opération pour le financement. Ok, et très bien, ça tombe bien parce qu'on a pas mal de questions aussi en rapport avec tout ça. Il aime jardiner, il aime cultiver votre argent également, grand sportif et amateur de livres d'histoire et de société. Il est né en Alsace, d'où son nom à consonance exotique, vous verrez tout à l'heure, et il a vécu au Québec pendant 7 ans avant d'atterrir dans le sud-ouest, d'où un accent difficile à définir, me dit-il, c'est de lui qui me dit ça. Il a fait ses études à Tours, et puis c'est en école de commerce qui découvre la gestion d'actifs en lisant le livre de Warren Buffett, qui l'a, je cite, totalement bouleversé. C'est intéressant, on parlera de Warren Buffett aussi tout à l'heure. Comme Cécile, c'est un passionné. C'est un spécialiste des PME cotées en France et des sujets liés au changement climatique. Salut Pierre Chang, merci d'être avec nous. Bonjour Amaury. Tu es donc gérant de portefeuille actions chez la financière de l'Échiquier et plus précisément responsable des pôles France et environnement. Et ça tombe bien parce qu'on a des questions en rapport avec ces deux thématiques. Voilà, Cécile, Pierre, je suis ravi d'être avec vous. On va tout de suite commencer par un premier vocal que nous a envoyé Julia, qui se pose des questions, Julia, sur les intérêts composés. Et elle n'est pas seule, donc on va l'écouter tout de suite. Salut Amaury, salut toute l'équipe. Merci beaucoup pour l'émission. Moi, j'avais une question sur les intérêts composés. Je suis jeune, j'ai 27 ans, j'ai investi principalement donc, en bourse sur des ETF, des gros marqueurs comme le Nasdaq, ce genre de choses, voilà, depuis 3-4 ans déjà. Et je me pose la question de est-ce qu'il faut se fixer plutôt un objectif récurrent par rapport à ses performances, disons tous les 10%, 15%, 20%, je vends une partie et je réinvestis du coup les plus-values, ou est-ce qu'il ne faut jamais vendre mais dans ce cas-là, je ne comprends pas vraiment comment on peut bénéficier des intérêts composés. Voilà, sachant que je fais du DCA, donc une certaine somme toutes les semaines, voire tous les mois, et qu'il m'arrive de timer mon DCA aussi, donc de mettre davantage quand c'est plus bas et puis un peu plus quand c'est plus haut. Donc voilà, quelle est la meilleure stratégie à adopter, sachant que je suis plutôt très long terme? Merci. Merci beaucoup Julia pour ton message, merci d'écouter nos émissions comme Julia a envoyé vos questions. Et puis c'est beau, 27 ans, investir de long terme, c'est super. Donc déjà c'est top. Julia qui fait du DCA, qu'elle a très bien défini, donc Dollar Cost Averaging, c'est-à-dire investir la même somme à intervalles de temps réguliers, quelles que soient les conditions de marché. Alors j'ai l'impression qu'il y a un peu deux questions dans la question de Julia. Peut-être
Cécile, tu pourrais peut-être nous définir les intérêts composés. Qu'est-ce que c'est les intérêts composés pour commencer? Les intérêts composés, ça veut dire qu'on va bénéficier de la performance sur les intérêts qu'on a eus de nos placements. C'est-à-dire qu'on laisse nos placements se rémunérer tout seuls et on laisse le bénéfice de nos placements se rémunérer. C'est-à-dire que, par exemple, si on fait 15% sur 1 000 € au bout d'un an, eh bien, on laisse ces 1 150 € sur notre portefeuille plutôt que d'enlever les 150 € et laisser 1 000 €. Imaginons qu'on fasse encore 15%, et ben on refait 150 €, alors que si on avait laissé les 1 150 €, et ben on referait 15% sur 1 150. Donc ça va plus vite, les intérêts composés. Et compte tenu de sa stratégie d'investissement, il est presque logique que de laisser les intérêts se rémunérer par eux-mêmes, dans la mesure où elle investit chaque semaine ou chaque mois un certain montant pour lisser les effets à la hausse et à la baisse de ces investissements. Bon, l'idée, en fait, c'est de faire travailler vos gains. C'est-à-dire que si vous avez une somme d'argent qui travaille, elle, toute seule, quand cette somme d'argent vous rapporte de l'argent, vous réinvestissez cette somme d'argent gagnée dans la somme d'argent initiale. Et ça va, comme ça, la somme d'argent qui travaille va être de plus en plus grosse et ça fait effet boule de neige. Maintenant, Julie, elle avait aussi une autre question. Elle se demandait, bon, quand on a la chance d'être en plus-value, de faire une plus-value, à quel moment il faut vendre? C'était une question intéressante. Typiquement, si on est en plus-value de, je sais pas moi, de 10%, elle se disait, est-ce qu'il vaut mieux laisser courir? Alors, j'imagine que ça dépend des cas, mais est-ce qu'il vaut mieux laisser courir au maximum ces gains? Et dans ce cas-là, pas ne jamais vendre, mais attendre un certain nombre de temps. Ou alors, quand on fait une plus-value, il vaut mieux soit la sécuriser et la garder si on est content de notre objectif, ou alors, si on n'en a pas besoin, garder cette plus-value et la réinvestir ailleurs, sur quelque chose qui n'a pas encore fait de plus-value, j'imagine. Je ne sais pas si vous avez un avis là-dessus, tous les deux, Pierre, peut-être. Ah oui, c'est clair. Alors, moi, je dirais, en bourse en tout cas, dans l'investissement en général aussi, je veux dire, chacun a sa manière de gagner de l'argent en bourse. C'est-à-dire il n'y a pas une manière où on dit c'est comme ça et c'est pas autrement et tout le monde doit faire la même chose. En fait, c'est ça aussi la beauté de l'investissement, c'est que quelque part aussi on découvre dans quoi on est bon, dans quoi on est fort. Voilà. Donc il y a des gens qui sont très bons dans les stratégies buy and hold, ce qu'on dit, c'est donc on achète la meilleure valeur et qui existe et on la garde jusqu'à la retraite, un peu comme ce que fait Warren Buffett. Et ensuite, il y a des gens un peu plus comme moi qui aiment bien alléger quand c'est trop haut, quand c'est trop cher, pour se dire je reviendrai plus tard. Voilà. Donc, moi, ce que je fais personnellement, c'est je me donne à chaque fois un objectif de cours. Donc, sur une valeur, imaginons j'achète à 10, je dis ça vaut 18. Et quand ça arrive à 18, là, je me pose la question, est-ce que je reste encore ou pas? Parce que parfois, on peut aussi se fixer un objectif de cours qui n'est pas suffisamment ambitieux. Parfois, le cours de bourse, quand il arrive à 18, parfois, il continue à monter très fort, très vigoureusement. Et donc, dans ces cas-là, il faut un peu jauger un peu l'ambiance au moment où on approche à l'objectif de cours. Donc, parfois, là, comme ce qu'on voit dans la défense, dans le secteur de la défense en ce moment, il y a des valeurs qui explosent littéralement. Là, il faut plutôt se laisser porter et jusqu'à un moment où il faut alléger. Donc la réponse à la question, elle n'est pas automatique. Mais par contre, peut-être un élément de réponse, c'est se fixer un objectif. Au moment où on rentre dans la valeur, se fixer un objectif et au moment où on l'atteint, réévaluer un peu la situation. Parfois, c'est sage, en tout cas, de prendre une partie de ses profits et parfois de laisser un peu se laisser porter sur le reste. Parfois, il faut tout sortir. Voilà, après, c'est du cas par cas. Donc, voilà, pour quelques éléments de réponse. C'est pas évident de répondre, mais voilà. Oui, parce que, évidemment, on pose la question, mais il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, sachant que ça dépend de vos objectifs chacun. Si vous avez, à quel moment vous avez besoin de l'argent, quelle est votre aversion au risque. Toi, Cécile, pardon, je ne sais pas pourquoi je t'appelle Céline. Cécile, tu fonctionnes comment, toi? Tu fais comme Pierre, tu réajustes quand ça monte un petit peu trop. Comment tu gères? En fait, c'est intéressant de savoir comment une gérante professionnelle fait ça. Alors moi, à titre personnel, je n'ai pas du tout l'approche de Julia, mais je dirais que j'ai une approche un peu discrétionnaire. Mais l'approche de Julia est la bonne sur le long terme. C'est-à-dire qu'elle fait des choses extrêmement régulières. Et dans ce cadre-là, elle peut toujours se dire, bon, je fais 10% ou 15% sur l'année, mais c'est compliqué de réinvestir ailleurs, déjà parce que 10 et 15%, c'est très bien. Donc, moi, je laisserais sa stratégie s'alimenter d'elle-même, sauf si à un moment donné, effectivement, elle a un besoin particulier. À ce moment-là, elle sort de son investissement. Et si elle le souhaite, effectivement, on peut se dire qu'on alloue une poche à un instant T et se dire, au bout de quelques mois, s'il fait 15%, c'est déjà pas mal.
Donc peut-être qu'effectivement, je vais le mettre sur un support un peu moins risqué. Donc j'ai mes 15% dans l'année et je refais ça l'année suivante. Pourquoi pas ? C'est pas tout à fait ma stratégie, mais moi c'est un peu celle de Pierre, c'est-à-dire que je regarde la société si les fondamentaux sont bons, si elle est positionnée sur un marché que j'affectionne, si la valorisation est plutôt abordable. Et encore ça, parfois on le met entre parenthèses parce qu'il y a des sociétés qui sont juste sur un trend, sur un momentum et on a envie de le prendre, donc on y va aussi. Et pour autant, ce seraient des multiples sur lequel on serait plutôt hésitant en temps normal sur d'autres marchés, sur d'autres sociétés. Donc c'est plutôt une histoire effectivement d'objectifs de cours. Et quand on arrive à une certaine valorisation qui est particulièrement élevée, eh bien, on allège, mais pas forcément de tout, peut-être que d'une partie. On peut peut-être parler d'un exemple. Il y a Stif qui a été introduit en bourse il n'y a pas longtemps. C'est une société qui est très intéressante. Ceux qui sont rentrés à 15, aujourd'hui ça vaut 50. Tu peux nous dire 2 mots de Stif rapidement pour Steam, c'est une société qui est spécialisée dans le stockage des batteries pour éviter les risques d'explosion. Elle a eu des contrats elle a signé des contrats avec Tesla. Elle a une croissance spectaculaire. C'est une petite société. Qui m'a intéressée à un moment donné, qui a intéressé un peu tout le monde. Et je pense que ceux qui sont rentrés à l'introduction en bourse, peut-être sont restés encore, mais ont certainement été tentés à un moment donné de s'alléger. Quand ça fait x5 en un an et demi, c'est fabuleux. Là, ça fait la performance parfois d'un portefeuille. Et donc, on peut se poser la question de sortir ou pas. Et en l'occurrence, maintenant, les multiples sont très élevés, mais ils étaient très élevés il y a quelques mois encore. Et elle est à 50. La question doit se poser. Est-ce que aujourd'hui, la bourse, est-ce qu'elle va encore miser sur une société qui fait autant de croissance et qui a eu et qui se paye beaucoup? C'est probable parce qu'il n'y a pas énormément de sociétés de croissance et on aime bien ça en bourse. Donc c'est possible que ça continue un petit peu à avoir une belle trajectoire, mais maintenant c'est un peu trop risqué pour moi, s'il faut parler de soi. Hein, donc en gros, si je comprends bien, en fait, à moins que vous ayez besoin de l'argent, bon, ça c'est autre chose, mais si vous n'avez pas besoin de vendre, vous ne vendez qu'à partir du moment où vous n'achèteriez pas le titre aujourd'hui. En gros, c'est un peu ça. Ouais, on peut le résumer comme ça. C'est-à-dire que si vous n'aviez pas la société, si vous avez encore envie de l'acheter, vous gardez. Et si par contre à un moment vous dites je pense que c'est trop valorisé ou c'est pas le bon moment, là vous commencez à vendre. C'est un petit peu ça qu'on peut se dire. C'est un petit peu ça, oui. Et puis est-ce que vient pas corréler la question de à quel moment on vend? C'est ça, en fait, c'est ça qui est pas facile. C'est-à-dire que là, en fait, la question de Julia, elle dit bon, moi, dans le cas où je fais des gains, on a ce truc de se dire bon, faut sécuriser, et vous ne regretterez jamais d'avoir quand même sécurisé des gains. Faut le rappeler, hein, parce que sur des investissements en bourse, il y a un risque qui est clair et réel de perte en capital ou autre, hein, de crypto, etc. Donc, faut toujours sécuriser ses gains quand on peut le faire. Mais souvent, on a tendance à se dire quand quelque chose monte, d'un côté, on se dit bon, faut le vendre. Parce que j'estime que ça a monté de temps, donc ça ne montera pas plus. Mais ce n'est pas toujours vrai. Parfois, ça monte. Après, il y a toujours un moment où ça finit par arrêter de monter. Mais ce n'est pas facile. On ne sait jamais quand il faut vendre. Enfin, je ne sais pas si vous avez un conseil là-dessus. Vous, à quel moment vous dites, bon, là, allez, je me dis qu'il faut vendre. C'est bon, je pense que ça va s'arrêter là. Quand il y a trop d'euphorie, comment vous raisonnez? Souvent, il y a des indicateurs qui aident à prendre ce genre de décision. C'est déjà les multiples de valorisation, comme disait Cécile. Donc, c'est sûr que quand vous avez des multiples qui vous paraissent excessifs, ça veut dire qu'on est souvent dans une zone d'allègement. Deuxièmement, on peut aussi regarder les indicateurs techniques sur le marché. Souvent, quand vous voyez un cours qui monte, ça fait une belle courbe qui monte, et puis tout d'un coup, la courbe commence à s'infléchir et repart en sens inverse. Là, souvent, ça aussi, ça peut être un signal de l'essentiel de la hausse a été réalisé. Mais je veux peut-être aussi compléter ma réponse de tout à l'heure, parce qu'il y a certaines valeurs qu'on appelle en bourse, en jargonnant, on appelle les compounders. Donc, compounders, ce sont les entreprises qui additionnent les clients. À chaque fois qu'elles conquièrent un client, elles le conservent. Et donc, en fait, à chaque fois, le client marginal gagné vient s'additionner à tous les clients qu'on a déjà gagnés dans le passé. Et donc, ça fait une boule de neige un peu comme ça. Et donc, ça, c'est des cas comme Biomérieux, par exemple, ou même, on peut dire aussi Facebook, quelque part. Non, donc, à chaque fois que vous rentrez dans l'écosystème de Facebook, Facebook arrive à vous garder, à monétiser l'audience, et l'audience explose. Donc, ça, sont des entreprises qu'on peut dire compounders et qui vont acquérir de la part de marché de manière extrêmement régulière et linéaire dans le temps, et ça devient
des mastodontes. Donc ça, ce type de société peut se payer des gros multiples, mais de toute manière, il faut quand même il faut continuer à garder. Donc la réponse est délicate. Il y a des dossiers sur lesquels qui ne sont pas des compandeurs. Quand elles arrivent sur des gros multiples ou quand le cours de bourse commence à s'infléchir, souvent ce sont des zones d'allègement ou de vente. Par contre, les compandeurs sont des dossiers qu'on peut garder extrêmement longtemps. Voilà. Donc ça, les buy and hold, les gens qui font des stratégies buy and hold, cherchent en priorité des compandeurs qui peuvent conserver très longtemps et se reposer dessus sans bouger, quoi. Voilà. Et Cécile, tu es d'accord avec ça? Est-ce que, et si tu fais ça, est-ce que tu as un conseil un petit peu pour essayer de repérer ces entreprises qui pourraient être les fameuses compandeurs, comme le dit Pierre? Alors, juste pour revenir sur la question du moment de la vente et des sociétés sur lesquelles on aimerait avoir un point d'entrée, parce que ça peut être aussi le corollaire. On vend, mais du coup, est-ce que c'est pas un point d'entrée? Peut-être ne pas s'intéresser aux sociétés qui ne cessent de baisser tout le temps, sur lesquelles le news flow, on se dit qu'il sera positif, mais il est encore un peu fragile. Se dire qu'on va aller choper un point bas pour avoir une performance future est un petit peu risqué. Maintenant, en termes de vente, moi, il y a les belles histoires qui font que on vend à un moment donné parce qu'il y a une belle progression. Mais lorsqu'on est en chute, alors pareil, il y en a qui se disent je rachète, je moyenne à la baisse. Moi, c'est pas du tout ma stratégie. C'est-à-dire que quand ça commence à perdre 15-20%, j'arrête. C'est plus du tout le jeu dans lequel j'ai envie de jouer. Tu vends ta perte. Oui, je vends ma perte. Ouais. Ça m'est arrivé une fois de garder. C'est-à-dire que là, je sais que la société a trébuché. Néanmoins, les fondamentaux sont bons à mes yeux. Le marché est là. La gestion est sérieuse. Et je ne matérialise pas ma moins-value. Mais ça ne m'est arrivé qu'une fois. Voilà. Et du coup, j'attends que le cours remonte. Là, il faut être particulièrement patient. Et on passe à côté d'autres opportunités parce que pendant qu'on fait 0, qu'on est déjà à moins 15, qu'on fait 0 pendant quelques mois, il y a d'autres sociétés qui font plus 15. Donc, il y a des opportunités à côté desquelles on passe. Et là, voilà, à titre personnel, il y a peut-être un petit peu d'affection sur une société. On ne veut pas lâcher, on y croit. Et c'est peut-être une erreur, mais elles existent, ces erreurs-là. Et en l'occurrence, si on a du temps et qu'on croit dans la société, pourquoi pas? Ne jamais tomber amoureux ou amoureuse d'un actif, c'est très risqué. Après, on est plus très, très rationnel. Restez avec nous, on va parler très bientôt de valeurs françaises, notamment concrètes, de valeurs aussi qui peuvent être intéressantes pour s'exposer à cette fameuse transition énergétique. Mais d'abord, on a une question de Fantin sur la valeur GTT. On va l'écouter tout de suite. Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Je voulais avoir votre avis sur la valeur GTT. Donc c'est un des leaders mondiaux, ou c'est le leader mondial dans les solutions de stockage pour le transport du GNL. Et en l'occurrence, il a un beau carnet de commandes et la géopolitique du moment, et notamment la guerre en Ukraine, elle avait favorisé le développement des infrastructures pour accueillir le GNL. Et du coup, je voulais avoir votre avis sur les perspectives d'évolution de cette valeur car c'est une de mes plus grandes positions dans mon portefeuille. Merci à vous. Merci beaucoup, Fantin, pour ta question. GTT, effectivement, moi j'ai l'impression de régulièrement d'entendre parler. Il y a pas mal de gens qui se posent des questions sur cette valeur. Donc, leader mondial du GNL, donc c'est ça, pierre gaz naturel liquéfié. Fantin se demande un petit peu voilà, ce qu'il faut penser de cette valeur. J'imagine que s'il en a, est-ce qu'il doit prendre des profits? Est-ce qu'il peut se renforcer? C'est quoi un petit peu l'actu de cette valeur, Pierre? Alors GTT, si vous voulez, petite nuance, hein, donc ce sont des ingénieurs. Ce sont des gens qui sont dans des bureaux derrière des ordinateurs et qui conçoivent des technologies pour confiner le GNL. Donc eux-mêmes ne fabriquent pas le bateau, ils ont les brevets techniques pour pouvoir fabriquer des membranes qui permettent de confiner le GNL le mieux possible. Et ces technologies sont vendues en priorité principalement pour l'industrie des méthaniers. Donc c'est ça la technologie. Donc, vous vendez cette technologie à un fabricant de méthaniers dans un chantier naval. Et donc, ensuite, les ingénieurs de GTT vont sur le chantier pour former les gens, leur expliquer comment la technologie fonctionnait. Donc, c'est ça réellement GTT. Donc, c'est une équipe d'ingénieurs qui fait beaucoup de chiffre d'affaires, en fait, dont l'activité a explosé avec la reconfiguration géopolitique de
d'achat et de vente de gaz, hein, donc, comme vient de le dire Fantin. Alors, le titre a beaucoup monté. Et c'est un peu le dossier des superlatifs, parce que c'est un dossier qui fait plus de 60% de marge d'EBITDA. Alors, je ne sais pas si tout le monde est familier avec les niveaux. Explique-nous un petit peu, une société en général, ça fait entre 8 et 20% d'EBITDA. Rappelle-nous ce qu'est l'EBITDA. Alors, l'EBITDA, c'est un indicateur de rentabilité, hein. Et donc, c'est un indicateur de rentabilité qui est très utilisé. Donc, ça vous donne un petit peu dans quelle ampleur la rentabilité de l'entreprise est importante. Donc là, chez GTT, c'est plus de 60% de marge d'EBITDA, hein. Il n'y en a pas beaucoup des sociétés qui font ça. Donc, c'est exceptionnel. Et pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas d'usine, ce sont juste des ingénieurs qui vendent leur technologie. Voilà. Donc, c'est pour ça que c'est aussi rentable. Aujourd'hui, en fait, ce qu'on constate dans la reconfiguration des mouvements de gaz à l'échelle mondiale, en fait, c'est que les méthaniers se développent énormément. Donc, il y a un gros carnet de commandes. Et ce carnet de commandes, en fait, si vous voulez, on a une visibilité dans son écoulement, dans sa livraison sur les 3 prochaines années. Donc, quand GTT engrange des commandes, en général, le cours monte. Et 3 ans plus tard, sur les 3 ans qui vont suivre, cette commande va se transformer en chiffre d'affaires pour GTT. Et donc, ça fait qu'aujourd'hui, on sait à peu près le chiffre d'affaires des 3 prochaines années. À peu près, je dis, hein. Et donc, toute la question, c'est pas de savoir si le chiffre d'affaires va monter ou pas, parce que là, on sait qu'elle va se stabiliser sur des niveaux élevés. C'est de savoir s'il y aura d'autres commandes, quoi. Voilà, la question, c'est de savoir, pour l'instant, depuis le début de l'année, on est sur des prises de commandes qui sont bonnes, mais qui sont moins fortes que ce qu'on a pu voir ces dernières années, où c'était vraiment des niveaux exceptionnels. Donc, en toute logique, à un moment donné, en fait, on va voir le chiffre d'affaires là, qui évolue sur des niveaux élevés, qui devrait un peu fléchir. Et c'est-à-dire que là, il faut rentrer de commandes, parce que sinon, ça va fléchir. Alors, cette inflexion, on va commencer un peu à la voir, et puis de plus en plus, en fait, si le rythme de prise de commande n'accélère pas. Et voilà, pour toi, ça, c'est déjà dans les cours ou pas ? C'est toujours Alors, difficile à savoir, mais est-ce que c'est pricé, comme on dit ? Voilà, exactement. Alors, pour répondre directement à Fantin, la difficulté avec GTT, c'est que parfois, le marché se focalise sur le compte de résultats, sur le chiffre d'affaires, parfois sur les prises de commandes. Moi, à titre personnel, parce que c'est une valeur que j'ai beaucoup en portefeuille, je me concentre sur les prises de commandes. Logique. Or, là, ce qu'on constate, c'est une décélération des prises de commandes à date, cette année. Donc, on peut anticiper une baisse. Voilà. Quand je regarde le consensus le prend en compte. Alors, quand tu dis le consensus, peut-être rappeler ce qu'est le consensus. Donc, il y a bien évidemment des analystes qui suivent la valeur et qui publient leurs estimations. Et aujourd'hui, les analystes prennent ce ralentissement en ligne de compte. Maintenant, la question, c'est, on va voir sur les prochains mois, est-ce que les prises de commandes continuent à décélérer ou elles se reprennent ? Ça, on verra. Aujourd'hui, le consensus le prend en compte. Et globalement, les analystes sont plutôt acheteurs sur la valeur, parce que l'analyste sur Bloomberg, en tout cas le plus ambitieux, vise 210 € sur la valeur, ce qui représente un potentiel de hausse. On est à combien là, à peu près ? 163 là, ouais. Avant de venir à cette émission. Donc ça fait à peu près 30% de potentiel. Donc ça, c'est l'analyse du consensus qui est le plus motivé. Le moins motivé vise 170. Ce qui reste au-dessus du cours de bourse. Voilà. Ensuite, les analystes, c'est vrai qu'ils révisent leurs attentes en fonction de ce qui se passe, des news flows. Mais en tout cas, ce qu'il faut peut-être avoir en tête, c'est que le cours de bourse a énormément monté, qu'aujourd'hui, on est sur des niveaux hauts. Ça va être difficile de franchir ces niveaux-là, le niveau de chiffre d'affaires qu'on a aujourd'hui avec l'activité que je viens de décrire tout à l'heure. Donc, ce qu'on attend de GTT aujourd'hui, je pense que ce qu'attend la communauté financière pour qu'on puisse aller vraiment plus haut, c'est que GTT se diversifie, allume d'autres relais de croissance, en parallèle de son activité historique qui, elle, devrait décélérer, parce qu'on a vu qu'on était sur des niveaux très hauts par le passé. Et donc, c'est ce qu'ils essaient de faire. Alors là, ils sont en train de se développer dans le logiciel, donc ce qu'on appelle le smart shipping. Donc, ce sont des logiciels qui permettent d'avoir plein d'informations sur votre gaz que vous portez, la qualité de la membrane, ou ce qu'il faut réparer. Donc, il y a toute une suite logicielle. Et donc là, ils viennent d'acheter Danelec, par exemple, une société de software. Et quand on commence à conclure des partenariats, là récemment avec Emerson, l'américain. Et donc voilà, ce qu'on attend aujourd'hui, c'est qu'il y ait des vrais relais de croissance. Qu'est-ce que tu en penses de ça Aujourd'hui, ces relais de croissance restent petits à l'échelle du groupe. Donc il faut
ils peuvent aller plus loin et plus fort dans la diversification, sachant qu'ils ont environ 500 millions d'euros disponibles. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de dette, ils ont 500 millions d'euros de leur trésorerie, et donc ils ont les marges de manœuvre importantes pour pouvoir se diversifier avec des acquisitions. Donc j'ai envie de dire, aujourd'hui, une grosse partie du parcours boursier est déjà remarquable. Maintenant, il faut attendre que ces relais de croissance s'activent de manière un peu plus puissante. Voilà. Bon, donc pour répondre à Fantin, on peut dire voilà, il y a un consensus qui est quand même globalement positif, Tout à fait. même si on ne sait pas trop si on a encore beaucoup sous le pied boursièrement parlant, sachant qu'il y a déjà eu une belle perf et que ça va dépendre en fait de ces relais de croissance, l'histoire des logiciels, si ça marche ou pas, quoi. C'est ça qui pourrait rebooster éventuellement le cours de bourse, quoi. Affaire à suivre, voilà. Mais en tout cas, analysez bien les valeurs quand vous rentrez dessus, c'est important parce que sinon, vous pouvez faire tout simplement des mauvais choix. On va avoir une question pour vous deux, mais notamment pour Cécile, parce qu'on va parler de Small et Mid Cap. On va écouter tout de suite un message de Guillaume qui nous a laissé un message. On l'écoute. Bonjour Amaury et bonjour à toute l'équipe. Voilà, je m'appelle Guillaume, j'ai 35 ans et voilà, en CDI depuis de longues années, une situation assez stable et je me considère un peu investisseur, un peu initié. Voilà, j'ai pas mal de vases de remplis, notamment assurance vie, PEA, PER, euh, avec un peu de stock picking, mais beaucoup de d'ETF aussi par ailleurs, des investissements immobiliers, voilà. Et en fait, j'aimerais investir un peu dans les small caps pour aller chercher du rendement, mais je sais que c'est quelque chose d'assez risqué. Et je voulais savoir comment mieux se protéger du risque associé avec les small caps. Je ne sais pas si vous avez des recommandations, voilà, que ce soit une sélection rigoureuse ou des ETF pour diversifier, que ce soit géographiquement ou sur la thématique. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez des conseils sur voilà, comment se protéger des investissements sur les small caps. Je te remercie et puis à bientôt. Salut Guillaume, merci beaucoup pour ton message. Guillaume qui est déjà très actif, un investisseur actif, hein, qui a déjà beaucoup de poches de rempli et tout. Franchement, c'est beau à son âge en plus. Donc il se dit, bon, moi j'aimerais bien jouer un petit peu, bien sûr je mets des guillemets, parce que ceci n'est pas un jeu, il y a un risque de perte en capital, mais pour se dire d'aller sur les small caps. Alors les small caps, peut-être que Cécile, tu le définiras mieux que moi, mais c'est des sociétés cotées en bourse, mais qui ont des plus petites capitalisations boursières, théoriquement qui sont plus volatiles dans un sens comme dans l'autre, mais beaucoup de gens se disent, bon, l'avantage des small, c'est que souvent il y a un décalage avec les plus grosses valeurs cotées en bourse, donc il y a un potentiel de gain qui peut être plus intéressant, plus volatile, donc plus intéressant potentiellement à la hausse. Mais Guillaume, ce qu'il se dit, c'est que comme c'est plus volatile, ça peut aussi aller à la baisse, il peut y avoir aussi des problèmes de liquidité. Comment est-ce qu'on navigue un petit peu là-dedans? Je ne sais pas par où commencer, parce qu'il y a plusieurs questions, mais déjà, peut-être pour commencer, c'est quoi l'intérêt de cette classe d'actifs? Quel intérêt elle a? Alors, l'intérêt des small caps qui se réunissent dans un indice qu'on appelle le CAC Small, si on veut monter un petit peu en taille de capitalisation boursière, on peut regarder l'indice CAC Mid et Small, sont des sociétés qui se caractérisent par leur croissance de chiffre d'affaires et d'EPS. Ce sont des sociétés, contrairement à celles du CAC 40, qui sont en pleine prise de part de marché. Ce sont des sociétés qui sont souvent sur des niches très innovantes et qui sont pas tout à fait matures, comme pourraient l'être des sociétés beaucoup plus installées, des ETI ou des plus grandes sociétés. Et ce qu'apprécie le marché sur ces sociétés-là, c'est le rythme de croissance souvent. Et ce qui se passe aujourd'hui sur les plus petites sociétés cotées, c'est qu'elles reprennent un petit peu de vigueur. Depuis le début de l'année, le CAC Small fait 16%. Donc c'est 10 points de plus que le CAC 40. Et ça, on n'a pas vu ça depuis 4-5 ans, que les small caps surperforment les large caps, le CAC 40. Bon, donc c'est clairement, on peut dire qu'aller faire des small limits, c'est un peu aller à la chasse à la pépite, quoi. Essayer de trouver un petit peu l'entreprise qui a un fort potentiel, mais qui n'est pas encore très connue,
que tous les investisseurs n'ont pas repéré, non? Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. C'est ça. Et aujourd'hui, alors effectivement, on a tendance à dire que les marchés sont efficients, le prix se fait en fonction, le prix est juste par rapport à ce que la société communique. Et en réalité, même si aujourd'hui les dirigeants des plus petites sociétés cotées sont beaucoup mieux outillés pour communiquer auprès des investisseurs, notamment retail, pas que institutionnel. Il y a toute cette catégorie de sociétés cotées est pas très bien suivie en analyse financière. Donc, on n'a pas forcément beaucoup de prévisions sur les atterrissages 2025, 2026, 2027. Comment Donc, on fait alors pour repérer un petit peu, suivre ces sociétés et essayer d'anticiper un petit peu ce qui va se passer? Alors, en tant qu'investisseur particulier, faut être attentif, il faut avoir la même discipline de travail que lorsqu'on regarde des sociétés sur lesquelles il y a plus d'informations. Je ne suis pas sûre que tous les investisseurs particuliers aillent regarder les atterrissages sur certains médias qui sont repris des consensus dont parlait Pierre tout à l'heure, les chiffres d'affaires, résultats nets, prévisions de trésorerie. Je pense qu'on regarde aujourd'hui de façon plus accessible la performance passée et puis surtout les communiqués des sociétés. Et est-ce que ce qu'elle communique à moyen terme correspond à ce qu'elle communique à court terme? Est-ce qu'elle a l'habitude de revoir ce qu'on appelle ses guidance, ses prévisions, à la hausse, à la baisse? Quelles sont-elles? Voilà, donc peut-être s'intéresser à tout ce que communique la société et voir le niveau de valorisation à date par rapport à ce qui est communiqué et par rapport à ses concurrents, même si ça devient un petit peu technique. Voilà, donc ce qu'on a comme outil un peu facile, c'est être assez attentif à ce que communique la société et sa performance. Alors, tu as déjà donné pas mal de choses, mais si on veut faire du stock picking, c'est-à-dire choisir valeur par valeur dans des small et mid cap, est-ce qu'il y a des points communs de la bonne small, entre guillemets, la bonne small et mid cap, qui a des points qui peuvent être communs à chaque fois aux sociétés qui ont bien performé au moment où on les a achetées? On parlait de la croissance tout à l'heure. J'ai envie d'ajouter le fait parce que Guillaume se demandait si on pouvait avoir du rendement. Alors le rendement en termes financiers, c'est pas pareil que la performance. Le rendement, c'est le dividende. Et aujourd'hui, on se rend compte que les sociétés du CAC Small versent plus de dividendes que celles du CAC 40. Comment on l'explique ça d'ailleurs? Mais c'est par rapport au cours de bourse. On peut se dire, c'est par rapport au cours de bourse, c'est-à-dire que c'est un calcul qui est le niveau de dividende par rapport au cours de bourse. Ce qu'on peut se dire aujourd'hui, c'est que les cours de bourse des petites sociétés cotées sont en bas, sont au plancher, et du coup, ce rapport-là est élevé. Voilà. Mais autrement, il y a un autre indicateur qu'on regarde pour le dividende, c'est quelle est la part du résultat net qui est distribuée. Il peut y avoir de tout, il peut y avoir un tiers du résultat net, 10%, 40%, donc ça dépend des sociétés, mais ce n'est pas parce qu'on choisit une petite société cotée qu'on n'aura pas de dividendes. Ça peut être intéressant. Est-ce qu'il y a un point commun? Aujourd'hui, le point commun, c'est qu'en moyenne, les sociétés cotées, les petites sociétés cotées sont moins valorisées. C'est-à-dire que le différentiel par rapport aux large caps, historiquement, il est plutôt autour de 12-13%. Ça veut dire qu'elles se payent 12% de moins que les ratios des plus grandes sociétés. Et aujourd'hui, on est à 25%. Donc, même si un rattrapage se fait depuis le début de l'année, on n'a pas rattrapé du tout les niveaux de 2021, alors que les fondamentaux des petites sociétés cotées sont encore bons, qu'on attend de la croissance, qu'on attend de l'amélioration des marges, qu'effectivement, faut choisir les sociétés. Voilà, faut pas prendre un panier plutôt au hasard. Mais qu'il y a des choses qui sont intéressantes. Et ce qui vient peut-être pour finir corréler ce propos-là, c'est qu'il y a pas mal de sorties de cotes aujourd'hui. Il y en avait 20 l'an dernier pour 4 introductions en bourse. Et ce dont on se rend compte, c'est que ces sorties de cotes, elles sont initiées souvent à hauteur de 60% par les actionnaires historiques. Ça veut dire que l'actionnaire historique choisit de sortir de bourse en payant en moyenne une prime de 30% et continuer l'aventure. Ça veut dire que même avec une prime de 30%, la société est encore bien payée, parce que si l'actionnaire historique est d'accord pour payer une prime de 30%, ça veut dire que 5 ans après, la prime ne sera pas de 30%, mais peut-être du double. Donc, ce qui illustre le fait qu'aujourd'hui, les sociétés, on peut regarder celles qui ont une belle croissance, qui sont positionnées sur
de l'édition de logiciels, sur de la transition énergétique, sur la défense, et aussi celles qui sont susceptibles D'être opéable. d'être opéables. Voilà, exactement, parce que là, c'est un bon coup pour le portefeuille. C'est la transition énergétique, on va en parler avec toi Pierre dans quelques instants parce qu'on a une question là-dessus, mais si tu veux réagir à ce que dit Céline, n'hésite pas. C'est très intéressant. Donc c'est vrai que, en tout cas moi personnellement, ça fait une vingtaine d'années que j'investis dans les small cap françaises, dans les valeurs moyennes françaises, et c'est vrai que ce que j'ai constaté, c'est que il y a beaucoup de choses, si vous trouvez les bonnes personnes, les bons dirigeants, vous mettez déjà énormément de points dans votre camp, en fait. Donc, l'un des exercices délicats, je pense, pour les investisseurs particuliers, c'est d'évaluer la qualité des dirigeants d'une entreprise moyenne. Parce que le dirigeant de Total Energy, bon, c'est important, mais ça c'est pas le même impact que le dirigeant d'une petite société qui fait 15 millions de chiffre d'affaires, par exemple. Le manager a ce niveau de taille et la personnalité du manager, l'implication, l'engagement, la vision est déterminante, en fait, pour ce qui va se passer. Et donc, c'est pour ça que nous, on rencontre beaucoup de dirigeants de valeur moyenne tous les ans. Et c'est pour moi déterminant. Ensuite, si vous trouvez un manager de qualité, donc c'est un manager de qualité, c'est quelqu'un qui a une vision, qui est là sur le long terme, qui n'est pas là juste pour attraper son bonus dans 3 ans et qui sait s'entourer. Donc souvent, c'est une équipe de management. Ce n'est pas simplement un homme, une personne, c'est une équipe. Si vous avez ce genre d'équipe de management qui est là pour le long terme, qui est positionné sur un métier d'avenir, là, vous avez déjà 2 briques qui vont vous permettre de maximiser vos chances pour être sur un éventuel futur champion. Voilà. Ensuite, comme je disais tout à l'heure, parfois, vous avez des valeurs, je pense à Téléperformance, par exemple. Quand j'ai commencé à 20 ans, c'était une belle valeur moyenne et qui est rentrée dans le CAC 40. Typiquement. Donc là, vous avez Daniel Julien, qui était le manager et qui est toujours en management et qui a fait toute cette histoire. Et donc, Téléperformance, il y a des phases où elle a explosé, ensuite elle est retombée. Il y a plusieurs années, elle a sous-performé. Pourquoi ? Parce qu'elle avait beaucoup monté. Et puis ensuite, donc, même le parcours boursier d'une pépite comme ça peut avoir des à-coups. Et donc, tout l'art en fait, d'un gérant comme moi, c'est de pouvoir alléger quand c'est haut et puis revenir quand on les connaît, ces futurs champions, ensuite en portefeuille, on allège, on renforce le moment voulu. Voilà. Ensuite, je rejoins tout à fait ce que vient de dire Cécile. C'est aujourd'hui, on a des multiples de valorisation historiquement faibles sur les valeurs moyennes. Dans un contexte où on a des catalyseurs qui viennent se mettre en place, notamment la démondialisation, donc on parle beaucoup de barrières douanières, etc. Nous, on pense que globalement, la réindustrialisation, c'est un catalyseur positif pour les valeurs moyennes. Alors, je pourrais en parler longuement parce qu'il y aura des gagnants et des perdants, mais ce qu'on voit, par exemple, dans le secteur de la défense en ce moment, avec des valeurs françaises comme Exosense ou Excel Technologies qui explosent littéralement en bourse, c'est exactement ce phénomène de démondialisation. Donc là, on est au premier étage. Et d'abord, on s'arme, mais ensuite, après, vous allez voir, il va y avoir plein de conséquences dans la santé, dans plein de domaines. Cette reconfiguration géopolitique va avoir des impacts, je pense, positifs sur la valeur des PME cotées. Ça, je pense que c'est quelque chose d'important aussi à souligner peut-être. Ok, donc globalement, c'est un secteur qui reste quand même, classe d'actifs qui reste quand même sous-coté par le consensus, mais tu l'as dit, Cécile, il y a eu 4-5 ans un peu compliqués, puis là, c'est reparti. Est-ce que c'est encore le moment de rentrer dedans ou alors là, c'est un peu trop reparti ? Il y a encore un upside positif sur cette classe d'actifs-là ? Il y aurait beaucoup d'upside encore à attendre sur les small et mid caps parce que elle dégringole un peu depuis 2021. Il y a eu des mouvements de fonds, il y a eu des décollectes des maisons des sociétés de gestion sur cette classe d'actifs parce qu'ils allaient chercher un petit peu de liquidité. Parce que c'était un petit peu, il y avait des concurrents en termes d'investissement qui sont les ETF, le private equity, et il y a une allocation qui n'a pas été favorable aux small et mid caps, mais ce qui n'enlève pas les qualités et des dirigeants et des sociétés et le potentiel qui s'inscrira soit dans une OPA, soit à terme dans une nouvelle valorisation et une nouvelle performance des titres. Ok, et puis donc là, vous avez déjà donné pas mal de tips pour essayer de repérer les bonnes sociétés, le management, etc. Est-ce qu'il y a des secteurs, Pierre, tu parlais de la défense, vous parlez aussi d'autres choses, est-ce que là, il y a 2-3 secteurs qui vous plaisent particulièrement dans cette classe d'actifs-là ? Et si vous voulez donner des exemples de valeurs, ce n'est pas un conseil en investissement, mais des exemples de valeurs qui sont intéressantes, qui peuvent avoir un potentiel intéressant pour la suite et qui a des niveaux de valorisation raisonnables aujourd'hui. Pierre, sur la défense, par exemple.
Sur la défense, sur la défense, c'est délicat parce que ça a déjà beaucoup monté, c'est ça. Oui, le truc. voilà. Donc en France, si vous voulez, il y a une vingtaine de sociétés qui vendent des équipements ou des services au secteur de la défense. Et il y en a 4 qui font plus de la moitié de leur chiffre d'affaires avec la défense. Sur ces 4, il y a 2 valeurs moyennes, c'est Excel Technologies et Exosense. Donc Excel Technologies, ils font des drones sous-marins qui vendent pour déminer, par exemple. Voilà. Et Exosense, ils font des systèmes de vision, notamment de vision nocturne, qui vendent à l'armée. Là, ils font 70% de leur chiffre d'affaires avec la défense. Il y en a une troisième qui s'appelle Lumibird, qui est spécialisée dans les lasers, mais qui fait que 20% de son chiffre d'affaires avec la défense. Donc, Excel Technologies, j'ai regardé ce matin, elle a plus que quadruplé depuis le début de l'année. Donc là, tu n'irais pas forcément. Donc, c'est chaud, mais en même temps, il y a des ETF qui se lancent dans la défense à tour de bras en ce moment. Tout le monde investit dans la défense. Donc là, ça va vite, peut-être même un peu trop vite. Maintenant, le flux et la motivation des investisseurs le flux de capitaux, le flux d'argent qui va vers ce secteur, c'est difficile de dire quand est-ce qu'il va s'arrêter. Donc nous, clairement, dans ce genre c'est exactement ce que je voulais dire. Donc nous, aujourd'hui, on est au-dessus de nos objectifs de cours sur ces valeurs-là, mais on se laisse porter. C'est exactement ce que je voulais dire tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de recette magique sur quand vendre. Il faut évaluer le sentiment du moment. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de sentiments dans le marché, c'est ça qu'il faut réussir aussi parfois à cerner. Et là, on est sur quelque chose de très fort. Donc, on est encore investi. Maintenant, on est au-dessus de nos objectifs de cours. Pourtant, voilà. Donc, on va voir. Maintenant, ça serait que c'est un secteur qui est très, très dynamique en ce moment. Après, vous avez d'autres valeurs, mais qui ont une exposition à la défense inférieure, comme Sopra Steria, par exemple. Ensuite, si on va dans les sociétés un peu plus grandes, Airbus, c'est 20% du chiffre d'affaires sur la défense. Et voilà, là, on a vraiment... Après, il y a aussi Thales, plus de 50% dans la défense. Et ensuite, Dassault Aviation, là, c'est plus de 60%. Vous avez à peu près les acteurs de la défense en France qui comptent. Cécile, il y a un secteur, toi, au-delà de la défense, que tu regardes, un ou deux secteurs qui te semblent intéressants pour cette classe d'actifs des small et mid cap? Alors, il y a des secteurs qui sont très représentés sur les small et mid, c'est la tech, l'édition de logiciels, le conseil, mais plus que des secteurs peut-être sur cette classe d'actifs, c'est plutôt les sociétés. Et pour être en complément de ce que vient de dire Pierre, il y a une société qui est intéressante qui s'appelle Figeac Aéro, qui a une partie, qui est un équipementier dans l'aéronautique et qui bénéficie aujourd'hui de la reprise des cadences dans le privé et puis des prises de commandes dans la défense. Donc, il n'est pas beaucoup exposé à la défense, mais il l'est un peu. Et c'est une société qui réduit son endettement, qui améliore sa génération de cash. C'est une petite société qui fait 400 millions d'euros de chiffre d'affaires, mais qui veut en faire 600 millions à horizon 3 ans. Elle confirme ses guidance régulièrement. Alors, elle a un beau parcours boursier. Là. Elle a fait une belle performance de plus de 40%, je crois, depuis le début de l'année. Néanmoins, elle se paye toujours... Elle se paye 8 fois l'EBITDA dont on parlait tout à l'heure, ce qui n'est pas beaucoup. En moyenne, c'est quoi? Alors, c'est compliqué de donner une moyenne, mais un EBITDA qui semble normal pour un cours de bourse. Pierre, je ne sais pas si tu as un avis aussi là-dessus. Mais, pour le small, je dirais entre... elle ne se paye pas beaucoup aujourd'hui. Bon, en tout cas, pour toi, c'est une valeur qui est sous-cotée. Qui est sous-cotée. Dans le non-coté, c'est 9 fois le BE, par exemple. Et je pense qu'aujourd'hui, sur les sociétés cotées, ça doit être à peu près ça. Mais bon, voilà, il y a des sociétés sur lesquelles voilà, on a 15-16 fois le BE. Là, ça commence à devenir un petit peu... Et donc, toi, tu ne raisonnes pas forcément par secteur sur les small et mid cap. Tu regardes société par société. Non, on se rend compte qu'il y a des secteurs qui performent bien. Aujourd'hui, c'est les services aux collectivités, c'est l'industrie. Néanmoins, il y a beaucoup de disparités dans ces secteurs, avec des sociétés, Neoen par exemple, sur lesquelles il y a eu des OPA, donc ça vient déformer un petit peu l'indice, et des sociétés qui performent bien, et puis des sociétés un petit peu moins bien. Donc non, encore une fois, attentif plutôt à la société. Je ne vais pas faire un panier sectoriel aujourd'hui spécifique sur cette catégorie de sociétés cotées. Ok, on va passer à notre dernière question. Juste avant, pour compléter un petit peu la question de Guillaume, il nous parlait d'ETF. Est-ce qu'il y a des ETF que vous trouvez intéressants pour s'indexer, justement, s'exposer à la thématique des small et mid cap?
Je sais pas, tu parlais de CAC mid et small tout à l'heure. Je sais pas, est-ce que vous Alors, avez il existe des ETF sur les small. Maintenant, c'est des concurrents des sociétés de gestion stock picker, mais particulièrement voilà, il existe des ETF sur les small, monde, Europe. Donc, si on veut jouer effectivement la reprise des small en Europe, ça peut être une idée de diversification. Ok, Alors très après, clair. Ouais. Parce que Guillaume parlait, je pense, tout à l'heure dans son message, c'est des ETF passifs. Donc un ETF passif, ça réplique un indice. Donc imaginons qu'il trouve un ETF qui réplique le CAC Small. Nous, on a un fonds qui s'appelle Tocqueville PME qui surperforme le CAC Small de manière assez significative au cours des 5-6 dernières années, donc même depuis sa création. Donc j'ai envie de dire à Guillaume, inutile d'aller chercher des ETF sur le CAC Small, il n'a qu'à venir investir sur Tocqueville PME puisqu'on bat le CAC Small de manière récurrente. Donc voilà. Ah, on n'invite pas n'importe qui. Bon, allez, dernière question d'auditeur. C'est François qui nous a laissé un message, on l'écoute. Bonjour Amaury et bonjour à tes deux invités aussi. Merci à eux d'être là pour répondre à nos questions. Donc voilà, je me présente, je m'appelle François, j'ai 25 ans. Je suis relativement jeune, relativement, c'est une question de point de vue. Et je pense que comme beaucoup de personnes de mon âge, je me pose des questions sur le bouleversement climatique. J'aimerais savoir si je pouvais, avec un petit peu d'argent que j'ai de côté et que je compte placer d'une manière ou d'une autre, je pourrais avoir des investissements en bourse qui auraient du sens. Alors, soit du sens pour lutter dans des projets qui visent à lutter contre le bouleversement écologique, soit possiblement dans des projets qui pensent déjà le monde d'après, qui serait un placement sur du long terme, qui aurait du sens, qui pourrait faire peut-être du bénéfice, en tout cas que ça est en lien avec cette problématique. Et si possible, aussi dans cette logique de penser le monde d'après, moi, je pense que l'avenir, c'est un petit peu le local et le national, et donc la France. Et s'il y a des valeurs qui sont françaises, de ce type dans ce registre-là, ça m'intéresserait énormément. Merci à tous les trois pour votre attention et vos réponses. Merci beaucoup François pour ta question. François qu'on connaît d'ailleurs, qu'on a reconnu, parce qu'il nous aide à développer la martingale. Donc on le salue, il est juste derrière ce studio. Vous l'avez vu tout à l'heure et vous le reverrez. Merci François pour ta question et ton travail. Sur la question de François, c'est intéressant. En gros, c'est simple, il veut 3 trucs. Il veut à la fois un investissement qui a du sens et qui aide à la transition écologique, etc. À la fois quand même, quelque chose de rentable, tant qu'à faire, qui a un potentiel, vu qu'on parle d'investissement ici. Et en plus, troisième chose, si on peut avoir une valeur qui est française, c'est la cerise sur le gâteau. Est-ce que ça existe? Est-ce qu'il y a des valeurs qui ont ces 3 critères-là? Bien sûr, bien sûr. Ah. Donc sur la transition énergétique, ce qui est assez intéressant en ce moment, c'est que on a, au cours des 20 dernières années, on a beaucoup au niveau mondial appliqué une stratégie qui est l'atténuation, donc en mettant des panneaux solaires et en mettant des éoliennes, en se disant on va réduire nos émissions de CO2 et en ricochet, on va ralentir le réchauffement climatique. Or, ce qu'on se rend compte aujourd'hui, c'est que réduire les émissions de CO2, c'est déjà extrêmement difficile parce qu'il y a une inertie terrible en fait. Donc tout notre univers, tout notre fonctionnement, toutes nos sociétés sont basées sur le fossile. Et donc, c'est très difficile de le réduire. Ça coûte très, très cher de réduire. Et deuxièmement, l'impact sur le réchauffement climatique est difficile à évaluer. Cet impact, il est possible qu'il soit dans plusieurs décennies. Or, le réchauffement climatique, aujourd'hui, on a encore vu 2024, c'est l'année la plus chaude jamais enregistrée. On est 1,6 degré au-dessus des normales historiques pré-industrielles. Donc, on est déjà au-dessus du fameux plus 1,5 degré. Et donc, aujourd'hui, selon certains experts, dont je cite régulièrement Copernicus, qui est l'Observatoire européen, on est maintenant dans un phénomène un peu qui s'auto-entretient maintenant, un phénomène de réchauffement qui s'auto-entretient. Donc, il y a une urgence aujourd'hui qui nécessite de nouvelles stratégies plutôt que simplement l'atténuation. Même si l'atténuation reste quelque chose d'important sur le long terme pour nos générations futures. Mais dans l'immédiat, l'atténuation ne répond pas aux risques, ce qu'on a vu à Valence, à Los Angeles, les incendies, les inondations, la sécheresse l'été en permanence. Donc, il
il y a dorénavant une nouvelle stratégie qui est en train de monter en puissance, c'est l'adaptation. Donc, c'est s'adapter à ces risques de catastrophes naturelles. Donc, on peut prendre l'exemple d'une ville, par exemple, qui est régulièrement inondée. La construction d'une digue pour protéger les résidents, c'est une stratégie d'adaptation. Alors, on n'est pas dans l'atténuation, on est dans l'adaptation. Et donc, le sujet chaud du moment sur l'adaptation, d'ailleurs, en France, on a un plan d'adaptation qui a été mis à jour il y a quelques mois, qui table sur un réchauffement climatique de 4 degrés. Le sujet chaud dans l'adaptation, c'est la gestion de l'eau. Et donc là, il y a, à mon avis, un segment très intéressant. Donc, bien évidemment, tout le monde pense aux sécheresses, etc. Donc, il y a un champion mondial, enfin, il y a une société américaine qui est très identifiée là-dessus, qui s'appelle Tetra Tech, qui fait du conseil pour les collectivités locales, mais aussi pour les entreprises. Comment gérer quand elles sont dans des endroits, des activités portuaires ou des endroits dans des zones fluviales. C'est une entreprise qui conseille sur comment construire, quelles infrastructures, comment, pourquoi, faire attention. Voilà. Donc ça, c'est Tetra Tech, à mon avis. C'est un dossier qui a beaucoup baissé en bourse parce que à cause de la politique américaine, mais qui fait partie de notre top 10 dans un fonds qui s'appelle Tocqueville Biodiversité, par exemple. Voilà. Maintenant, si on parle de la France, là, on a aussi un champion national qui s'appelle Veolia. Veolia a une partie eau qui est très très forte, et notamment l'activité qui est en train de monter en puissance, qui est encore un peu petite chez Veolia, mais qui va continuer à monter en puissance, c'est la fabrication de stations de dessalement. Voilà. Et donc là, c'est important, c'est très séduisant comme activité, puisqu'en fait, vous construisez une station au bord de la mer, vous prenez l'eau de mer, vous enlevez le sel, et vous pouvez donner de l'eau potable pour les habitants. Et donc là, effectivement, il y a un marché énorme en fait au niveau mondial. Donc, Veolia a des parts de marché importantes sur ce segment-là. Et donc, une station comme ça coûte plusieurs centaines de millions d'euros. Donc, le marché est important. Aujourd'hui, ça concerne principalement des zones vraiment très, très arides. Donc, les pourtours méditerranéens, le Moyen-Orient, etc. Mais on peut imaginer que dans 5-10 ans, ça concerne d'autres zones beaucoup plus tempérées. Donc, je dirais, nous, Veolia, c'est une position importante dans nos fonds environnement, notamment un fonds qui s'appelle Tocqueville Environnement ISR, et sur lequel, ça, c'est vraiment une valeur de fonds de portefeuille qu'on peut conserver sur le long terme. Donc, pour le portefeuille de François, Veolia cocherait un petit peu tous ces cases, français, acteur de la transition énergétique, mais qui est, tu l'as dit, je ne sais plus quel terme tu as employé, qui trouve des solutions, qui n'est pas juste... Quel terme tu as fait employer? Je ne sais plus. Là, j'ai un trou à l'instant T. Mais pour l'adaptation. Voilà, l'adaptation, merci. Qui permet fait de l'adaptation. Toi, c'est ton critère, en tout cas, pour opérer les sociétés demain. On estime que cette histoire d'adaptation aujourd'hui n'est pas bien valorisée et appréhendée par les marchés financiers. Donc, c'est là, à chaque fois, pour un gérant, c'est une opportunité quand il y a quelque chose qui n'est pas bien valorisé par le marché. Cécile, est-ce que dans cette thématique, un peu dans la question de François, est-ce que tu as des choses à ajouter? Est-ce que c'est des choses que tu regardes, toi, personnellement? Non, peut-être qu'il y a eu un engouement à un moment donné en bourse pour l'hydrogène. Maintenant, c'est un peu moins le cas. Mais il reste des sociétés très intéressantes. Moi, je pense à la Française de l'énergie, par exemple, qui est beaucoup plus petite, mais qui est exposée à la production d'énergie renouvelable, qui a une belle croissance. Donc c'est un peu tout ce que je rajouterai. Mais il y a quelques acteurs en bourse qui sont intéressants à regarder sur la thématique. D'accord, donc dans l'hydrogène notamment, avec la Française de l'énergie. Qui n'est pas dans l'hydrogène, qui est dans les énergies renouvelables. D'accord. La Française de l'énergie. La Française, ok. On a fini, mais Pierre, vas-y, t'as autre chose à... Non, la Française d'énergie, donc, on est actionnaire également, mais c'est un super dossier parce qu'il récupère le gaz qui s'échappe en fait des anciennes mines de houille du nord de la France et de la Belgique. Donc ce gaz était envoyé par parce que vous voyez, les mines de houille, elles sont là, et elles continuent à émettre du gaz. Ce gaz, jusqu'à présent, était évacué dans l'atmosphère, comme ça. Et ça, c'est un gaz à effet de serre extrêmement nocif. Et donc, la Française de l'énergie a obtenu des concessions pour récupérer ce gaz, déjà pour éviter qu'il s'échappe et le met sur le réseau de gaz de Engie. Alors, soit le mettre directement sous forme de gaz, soit le fait passer dans une turbine qui transforme en électricité. Et donc là, effectivement, c'est bénéfique pour l'environnement, c'est bénéfique pour la réindustrialisation, pour la souveraineté énergétique du pays. Et c'est une société qui monte en puissance et qu'on est actionnaire. Donc, ouais.
Ok, et ben merci pour ces belles idées, pour le portefeuille de François. Tout de suite, on va finir cette émission avec les 2 questions cash. Première question cash, c'est la question casino. Ceci n'est pas un conseil d'investissement. Vous avez une somme d'argent qui n'est pas celle de vos clients, dont vous n'avez pas besoin. Là, si maintenant vous aviez entre guillemets un coup à faire, un coup à tenter, sans avoir de notion de risque derrière, dans quoi vous iriez là maintenant tout de suite, Cécile? Moi, ce qui m'intéresserait, je crois que c'est d'investir auprès d'un dirigeant dans une petite start-up sur un projet qui me parle, sur un marché que je comprends et sur un dirigeant qui me convainc pour pouvoir accompagner. Parce que c'est vrai que les sociétés cotées, alors, et d'autant plus sur les petites sociétés cotées, on a l'impression d'accompagner un projet d'une façon ou d'une autre, en tout cas d'accompagner, de bénéficier d'une performance et en tout cas de faire attention à ce qui se passe. Et là, un investissement peut-être en non coté sur un projet, on a encore un petit peu plus près. On a l'impression que ça aide parce que ce serait par une augmentation de capital. Enfin, c'est pas, ce serait de l'argent. Peut-être, hein, voilà, ça, ce serait de l'argent qui serait utilisé par quelqu'un qui a une bonne idée, qui a testé son idée sur un début de projet et l'accompagner sur le lancement de sa société. Ok, très clair. Pierre? Moi, j'aimerais bien donner du sens un peu à cette somme et quelque chose qui fait rêver, mais qui est très risqué. Donc, comme tu dis, il n'y a pas de notion de risque, et ben, du coup, ça me libérait sur le sujet. Et donc, je pense que la société française Carbios, qui en fait elle fait rêver parce qu'elle dit avec des enzymes, on va pouvoir recycler indéfiniment le plastique. Enfin, en tout cas, certains plastiques. Alors, nous, aujourd'hui, on n'est pas actionnaire parce que la société est encore un peu trop jeune dans son développement. Société cotée. Oui, mais alors, effectivement, si on enlevait la notion de risque, le sens que cette société offre, je trouve, est très intéressant. Donc, nous, voilà, c'est très risqué, mais si ça marche, c'est magnifique. Voilà. Donc voilà, c'est ça, c'est que, attention, hein, c'est pas un conseil d'investissement, mais non, si ça sûr. marche, ça peut marcher fort. C'est ce que tu nous dis. Ouais, bah, la promesse est intéressante, mais voilà. Ok. Deuxième question cash. Voilà, l'été arrive, vous êtes sur une île déserte, vous êtes en train d'enterrer un coffre dans le sable. Ce coffre, vous allez le déterrer dans 10 ans, mais entre-temps, vous n'allez pas y avoir accès. Quels actifs, vous pouvez en mettre plusieurs, vous mettez à l'intérieur? Actifs, du coup, à conserver 10 ans. Cécile, pour commencer. Alors moi, ce serait un ordinateur qui m'a permis d'acheter un ETF sur les actions d'un point de vue mondial. Parce que vous dites qu'on n'a pas accès donc, pendant 10 ans à l'actif. Donc, ce qui veut dire qu'on est passif pendant cette dizaine d'années. Donc, moi, je pense plutôt à acheter un ETF monde. Et voilà, on sait que ça fait à peu près 10% par an en moyenne. Voilà, je me dis que le moment n'est jamais vraiment mauvais pour acheter ce genre de support. Donc, je ferais ça. Donc, à 10 ans, un ETF, mais monde, toi, tu dirais. Okay. Oui, tout à fait. Non, mais c'est intéressant parce qu'il y avait un débat. Alors là, on n'a pas le temps, mais il y avait un débat qui disait qu'il y avait quand même 70% d'US dans le MSCI World, par exemple. C'est pas un truc qui te dérange. Tu te dis pas, il y a trop surpondéré US avec le contexte qu'on a aujourd'hui. Alors, j'avais le droit qu'à un seul actif. Donc non, j'aurais tu peux en mettre plusieurs, tu veux. Non, vas-y. Plusieurs. Non, mais ça me dérangeait pas a priori parce que cet indice fait à peu près 10% par an. Ouais. Mais effectivement, bien exposé aux États-Unis. Voilà, j'ai pas choisi de prendre un ETF small sur 10 ans aux États-Unis parce que c'est pas tout à fait la période. Ça me permet d'être un peu généraliste sur des actifs qui sont solides. Donc j'irai sereine. Ok, bon, sur 10 ans, c'est ton choix. En tout cas, Pierre, sur 10 ans, tu fais quoi? Alors, c'est intéressant parce que la boîte, est-ce qu'on peut avoir plus d'espace? Parce que je voudrais mettre un objet, mais qui est volumineux. Donc, alors, on t'écoute. J'aimerais bien mettre une Renault Alpine thermique. Parce que c'est vrai que là, avec le développement des voitures électriques, il y a certaines voitures thermiques, je pense, qui vont prendre de la valeur. Voilà, donc ça, je trouve ça intéressant. Et comment tu l'expliques ça? Pourquoi le thermique prendrait de la valeur? Parce que je pense, mais c'est qu'une voiture électrique ne se conserve pas dans le temps comme une voiture thermique, la technologie. Donc la batterie peut se dégrader, etc. Alors qu'une voiture thermique, en l'absolu, on peut la garder très longtemps. Et donc je pense qu'il y a des modèles
qui vont prendre énormément de valeur au fur et à mesure que l'électrique va se développer. Et donc là, je pense que, 10 ans, peut-être 20 ans, voilà, je pense qu'il y a certaines voitures thermiques. Donc moi, j'aime beaucoup la marque Renault. Et donc, c'est vrai que Renault Alpine, ça me parle. Et donc, ça, je pense, c'est ce que j'aimerais bien stocker pendant longtemps sans forcément m'en servir. Et puis ensuite, bien sûr, un Napoléon d'or. Je pense que l'or reste incontournable dans cet environnement où il y a beaucoup d'incertitudes, difficile d'y voir très clair, difficile d'avoir une vision catégorique de ce qui va se passer dans l'avenir. Donc l'or est une valeur refuge et donc c'est vrai que le Napoléon d'or peut toujours séduire, je pense. Ok, super. Un conteneur pour Pierre. Voilà, exactement. Avec, pour sa voiture et son Napoléon d'or dans la boîte à gants. Voilà. Enfin, bon, faut pas dire où il est, on sait jamais. Bon, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Donc, Cécile Aboulian, directrice Equity Capital Market chez Inextenso Finance. Pierre Chang, gérant de portefeuille Action chez la financière de l'Échiquier et responsable des pôles France et Environnement. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir suivis. Continuez à nous envoyer vos questions. On en a de plus en plus, c'est super. N'arrêtez pas. Et surtout, prenez le contrôle de votre argent.